On a peur de la Sanaga. C'est le cri qui s'élève des populations qui vivent dans le département de la Haute-Sanaga. C'est un cri porté par des planteurs, des pêcheurs, des sableurs, des revendeuses de poissons, des mères de famille. Tous témoins directs d'un bouleversement profond, vécu au quotidien, au bord d'un fleuve qui fut longtemps leur fierté, leur source, leur vie. La Sanaga. L'eau de la Sanaga n'est plus buvable. Je ne peux plus m'exercer comme il se le devait. Tantôt l'eau baisse, tantôt l'eau inonde comme ça là, jusqu'au point où je ne peux plus pêcher. Nous n'arrivons plus à rester dehors. À une certaine heure là, tout le monde se réfugie dedans. Et il faut rester au coin du feu parce que nous avons ces moustiques qui nous piquent et qui apportent beaucoup de maladies. Le cycle des eaux est perturbé au point que les inondations nous envahissent. Manger même, on n'a même plus moyen de voir le poisson. La vie devient difficile, la vie devient un calvaire. Le fleuve Sanaga est le plus grand fleuve du Cameroun. Il prend sa source à l'est du pays, à partir de la confluence des deux rivières principales, le Lom et le Djerem, qui s'unissent dans la région de la Damawa, plus précisément dans le département du Mbéré. Long d'environ 918 km, il traverse le pays dans un axe est-ouest, irriguant plusieurs régions naturelles et humaines avant de se jeter dans l'océan Atlantique au niveau de l'estuaire de l'embouchure de Sanaga près d'Edea dans la région du littoral. Sur son parcours, la Sanaga arrose plusieurs régions administratives, géographiques et culturelles majeures et il est la colonne vertébrale du système hydroélectrique du Cameroun. Plusieurs barrages majeurs y sont construits ou en cours de développement et ils jouent un rôle fondamental dans l'approvisionnement en électricité du pays. Le barrage de Lompangar, dans la région de l'Est sur la rivière Lom, est situé en amont immédiat de la Sanaga. Le barrage de Naktigal, dans la région du Centre, à environ 65 km de Yaoundé. Le barrage hydroélectrique de Sonloulou et le barrage hydroélectrique d'Edea dans la région du littoral. Avant le lancement du projet Lompangar, le fleuve Sanaga se dressait comme l'un des joyaux naturels les plus importants du Cameroun. Avec la pureté de ses eaux, la Sanaga abritait une biodiversité aquatique riche et ses berges verdoyantes servaient de repères aux communautés riveraines qui épuisaient leur subsistance depuis des générations. Les anciens racontent qu'on pouvait boire de l'eau de la Sanaga à la main, tant elle était claire, fraîche et vivante. La Sanaga, avant l'intervention humaine à grande échelle, représentait à la fois une source de vie, un symbole de paix naturelle et un patrimoine sacré pour les peuples qui l'entourent. À l'époque, ils n'avaient pas peur de la Sanaga. Même la femme même pagayait pour traverser. Sans avoir le Quand ton mari n'a pas le temps, toi-même tu prends la pirogue avec le pagaie, allez, tu traverses, tu pars au champ. On avait une Sanaga qui n'avait que 2 couleurs. À partir du 7e mois, la Sanaga prenait la couleur blanche. Jusqu'au 6e mois, la Sanaga reprenait la couleur verte. Et on avait un rythme d'utiliser 2 types de filets. Au niveau, ces 2 types de filets, on les utilisait selon le rythme habituel que on connaissait la Sanaga. La Sanaga, naturellement, avait ses 2 temps. On savait qu'à partir de novembre jusqu'en mai, la Sanaga est totalement en baisse. Et il laisse les bancs de sable qui permettaient aux poissons dans des secteurs qui stagnent. Et les poissons venaient y rester. On faisait la pêche dessus, à la ligne, aux hameçons, les filets et tout ce que ça comportait. La Sanaga était une partie de nous. Lompangar a arraché. Mis en service depuis 2015, le barrage de Lompangar était censé marquer un tournant dans la stratégie énergétique du Cameroun. Il devait réguler le débit du fleuve Sanaga, stabiliser la production hydroélectrique et ainsi permettre à des infrastructures en aval comme Sonloulou ou Edea d'atteindre leur plein potentiel. Avec lui, le pays espérait électrifier des milliers de foyers,
stimuler l'économie, attirer les investisseurs. C'était un projet d'envergure, financé par de grands bailleurs internationaux, notamment la Banque européenne d'investissement, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque de développement des États d'Afrique centrale et l'Agence française de développement, dans une vision de progrès, de développement durable, de lutte contre la pauvreté énergétique. Mais derrière ces ambitions, une omission majeure. Aucune étude d'impact sérieuse n'a été menée sur les conséquences sociales et environnementales pour les populations vivant en aval du barrage. Ces familles, ces villages entiers, installés depuis des générations au bord de la Sanaga, n'ont pas été intégrés à l'équation. Leurs terres, leurs activités, leur santé, leur sécurité. Tout cela a été mis en péril dans un silence administratif et institutionnel. Après le passage de l'Ompanga, tout est perturbé, le système de la Sanaga est perturbé. Nous sommes complètement fauchés au niveau où on devient incapable de conduire nos familles. Pourquoi? Parce qu'on est incapable de revivre comme avant à cause de l'inondation, les inondations brusques de notre Sanaga. Dans les plantations, on a un niveau d'eau qui arrive souvent, ça brûle. Parce que quand on cacao produit, quand l'eau arrive, les racines là, ça tue les fruits. Les plantations, on a beaucoup de problèmes dans les plantations ici, beaucoup. Aujourd'hui là, tout a changé. Les femmes même qui sont dans nos maisons aujourd'hui, vraiment, ont pris seulement Dieu parce que, pour vous dire vraiment, la mère de mes enfants est partie. Parce que quoi? Elle a senti que le poisson, elle avait plus de quoi manger, comme c'était avant, tout ça, bon. Elle a vu que la vie était assez dure, tout ça. Elle était encore aussi petite, naïve. Elle a préféré de me quitter comme ça. L'impact de cette négligence sur le plan économique a des incidences au-delà des zones directement concernées. Par exemple, le prix d'achat du camion de sable fluctue sur le marché de Yaoundé en fonction des conséquences directes sur l'activité des extracteurs de sable du fond du fleuve Sanaga. En saison sèche, le sable était facilement à l'eau. En saison pluvieuse, l'eau montait. On arrivait à un niveau où le sable était devenu cher. Maintenant, le sable est devenu au même prix en saison sèche comme en saison pluvieuse. Donc le sable est devenu compliqué et le sable est devenu cher. C'est devenu compliqué maintenant. Nous sommes ici à Bifogo, une zone où les hommes exploitent et ont toujours exploité l'extraction du sable pour subvenir à leurs besoins. C'est un travail dur, exigeant, risqué. Avant le barrage de l'Ompangar, la Sanaga avait ses repères, ses rythmes, ses profondeurs connues. Mais aujourd'hui, l'eau est devenue imprévisible, parfois trop haute, parfois trop forte, trop soudaine. Le fond du fleuve est devenu instable, dangereux. Nous avons connu un très grand changement dans le fleuve depuis 2 ans qu'aujourd'hui. L'année passée même a été encore plus grave, en octobre 2024. Nous avons enregistré des plongeurs qui ont dérapé. Beaucoup ont fui, on voit un peu la structure. Nous étions à plus de 200 personnels qui pouvaient un peu exercer ici. Maintenant, il n'y a plus parce que les gars ont peur de travailler. La montée de l'eau n'est plus comme avant, nous ne sommes pas encore habitués avec. Nous avons enregistré cela 2 ans ici, 3-4 décès de noyade suite à un courant. Parce que comme vous voyez l'eau là, il y a un courant extrême dans l'eau. Le courant est devenu très fort, qui ne permet plus vraiment à nos plongeurs là de mieux travailler. Et ça a causé 3 cas de noyade. On s'est mobilisé là, on a apporté un soutien qu'on pouvait aux familles et puis c'est devenu très compliqué maintenant. Sur le plan social, la vie des riverains dans toutes ces localités s'arrime tant bien que mal aux changements que la nature leur impose. L'eau même, pour boire l'eau, tous les cours d'eau ont tari. Même les forages qu'on a creusés, on a un forage ici là. Tout ça a tari. On boit maintenant l'eau de la Sanaga. Et c'est comme ça qu'on a mal au ventre. C'est comme ça que les enfants tombent malades, même les grands. Ça ne va pas.
L'eau, autrefois limpide et vivante, est aujourd'hui trouble, stagnante, polluée. Le paludisme s'installe, des douleurs aux yeux, des infections auditives, des maladies inconnues deviennent de l'eau quotidien. L'eau qui guérissait est devenue celle qui affaiblit. La Sananga est devenue le lieu de prolifération des mouches, des moustiques et de la mouche noire. Ces mouches qui apportent des maladies. Voilà le bébé qui est en train de faire de la fièvre actuellement là, à cause de ces moustiques. Oui. Avant, on pouvait baisser la fièvre avec une écorce qu'on appelle vulgairement écourte, avec l'épingle noire qui est une herbe qu'on infusait et on donnait aux enfants, ça baissait de la fièvre. Maintenant, on se rend compte que de plus en plus cette fièvre est rebelle parce qu'il y en a abondamment de moustiques et ça pique les enfants à tous les niveaux. Il n'y a pas de protection. Nous n'avons pas de centre de santé agréé ici pour pouvoir suivre les enfants. Ils ne dorment pas sous un moustiquaire parce qu'avant, nous n'avions pas besoin de tout ça. Avant la montée des eaux, les espèces qui jadis n'atteignaient pas le rivage constituent d'ores et déjà une menace pour les populations. C'est le cas des hippopotames. Ces animaux, jadis discrets, se rapprochent dangereusement des habitations. Des attaques sont signalées, plusieurs blessés enregistrés. Une peur nouvelle s'installe. Nous avions aussi connu l'année passée un phénomène des hippopotames. Il y a eu une invasion d'hippopotames qui a piétiné plus d'1,5 hectare de maïs, puisqu'en saison sèche, quand on pulvérise avec la motopompe, on parvient à avoir des maïs à contre-saison. Mais les hippopotames sont entrés dévaster tous ces champs. Ça nous a créé toujours trop de difficultés. À Ekon, localité située à quelques kilomètres de là, les conditions des populations ne sont guère meilleures. Les populations souffrent de la pollution de l'eau par les poissons malades et les produits chimiques relâchés volontairement dans le fleuve. Les poissons qui ont été intoxiqués, les câbles, et on a ouvert les vannes et ces poissons sont descendus à la Sanaga. Ces poissons sont descendus à la Sanaga, venus envahir les cours d'eau, toutes les cours d'eau d'ici. Et c'était des poissons malades, des poissons qui pouvaient se balader avec les blessures, avec tout. On ne sait pas quelle intoxication ces poissons ont eu. Et nous consommons ces poissons. Avant on plongeait une pirogue comme ça. 2 pirogues, 4 pirogues, jusqu'à 5, on ne voit même pas flou. Mais à l'heure actuelle, à l'eau, il y a le froid à l'eau tellement. En plus, quand tu plonges 1 à 2 pirogues, on ne parvient même pas à voir bien clairement devant toi. Si l'homme est distant de 3 mètres, tu vois flou. Et l'eau est tellement salée. Et pendant ce temps, le poisson se fait rare. Les pêcheurs reviennent bredouilles, les revendeuses s'éloignent de plus en plus pour trouver du poisson. Parfois, elles partent pour une semaine entière, laissant les enfants à la garde des voisins. Avant, on payait le poisson ici sur place, le poisson de la Sananga ici d'eau douce. On payait le poisson ici sur place. Mais maintenant, on a des difficultés pour avoir le poisson. Il faut aller très loin. Tu pars jusqu'à l'extrême nord, tu pars jusqu'au nord, avant d'aller te ravitailler. Des fois, tu pars jusqu'à Tibati, des fois, tu pars jusqu'à Meking. Direct à Mendima. Donc, ce n'est pas facile pour avoir le poisson maintenant. L'activité complètement est arrêtée ici. Moi, personnellement, j'ai été obligé d'abandonner ce côté pour prendre le train, aller me ravitailler à Tibati pour trouver le poisson frais. Parce qu'à Lompanga, quand on part à Lompanga à Womé, on trouve là-bas le village qui est à côté du barrage à Womé. On paye le poisson fumé parce que le poisson frais de là-bas ne peut pas arriver ici étant donné qu'ils n'ont pas de courant là-bas. Ça pourrit en route avec les retards de train, ça pourrit en route. Pour avoir le poisson frais, il faut aller maintenant à Tibati. Vraiment, c'est pénible. Tu abandonnes ta famille, les petits-enfants, plus d'une semaine parce qu'il faut faire un voyage en aller et retour, aller se ravitailler. Les terres se rétrécissent. Les inondations forcent les familles à s'installer sur des zones qui ne leur appartiennent pas. Ce glissement silencieux crée des conflits fonciers, des tensions sociales. Là où la terre garantissait la paix, elle devient aujourd'hui source de peur et d'injustice. Bon, si par exemple maintenant, l'eau coule dans nos plantations, ça va aller de mal en pire, mon fils. Nous sommes déjà là, on ne connaît pas où aller, ce qu'on peut faire. Et nous n'avons plus la force d'aller enlever les champs là-bas, aller encore créer les champs très loin parce que nous sommes limitrophes.
il y a la rivière Tia qui passe là. Après la rivière Tia, c'est un autre village. On ne peut pas aller provoquer les gens. C'est là où nous sommes. Nos parents nous ont laissés ici. Et nous n'avons plus moyen. L'impact de l'Ompangar ne s'arrête pas aux pirogues et aux rames. Ici même, à Mengamé, des hommes avaient vu plus grand. Ils avaient investi, achetant du matériel d'extraction moderne, des moteurs, des équipements lourds. Ils avaient parié sur le fleuve. Ils avaient parié sur l'avenir. Aujourd'hui, tout est à l'arrêt. Les machines sont englouties par les niveaux d'eau imprévisibles et donc abandonnées. L'extraction mécanique, autrefois florissante, est devenue impossible. Aucun rendement, aucun retour sur investissement, aucun appui. Ici, on produisait à peu près 300 tonnes de sable par jour et l'un de nos principaux clients, c'était le projet de barrage de Nachtigal. Et justement, cela nous a fait perdre beaucoup de marché. Donc les pertes sont énormes. À Banquet, certains se souviennent encore de cette unique visite, une visite tentée de promesses, celle de décès. Une équipe qui avait vu de ses propres yeux les conditions dans lesquelles les sableurs travaillaient. Ils avaient écouté, pris des notes, promis du matériel de plongée plus sûr, mieux adapté. Mais depuis ce jour, plus rien. Pas le moindre retour, aucune suite. Et pendant ce silence, la Sanaga, elle, n'a pas cessé de changer. Elle est devenue plus imprévisible, plus forte, plus violente. Le danger a grandi, mais les promesses, elles, se sont noyées dans le courant. Pour ceux qui étaient là, ce souvenir reste douloureux. Un moment d'espoir devenu déception. Nous avions reçu il y a de cela 4 ans un groupe ici des envoyés de la EDC. Bon, suite à plus qui nous ont approchés, mais après ils ont laissé des contacts, on essayait un peu de les joindre. On leur a fait comprendre qu'il y a des maladies hydriques, il y a des dégâts écologiques et environnementaux qu'ils ont enregistrés. Et ils nous ont promis des hors-bord par rapport au débit d'eau, des moteurs hors-bord pour descendre au cas où la nappe de sable est déplacée plus bas, qu'on emploie ces moteurs hors-bord là et aller porter le sable. Non seulement ça, ils nous avaient également promis des subventions parce que nous serons appelés à quitter l'activité de sable. Et de deux, pendant que nous y serons, ils devaient venir nous donner la tenue des plongées. Donc, tout ce que les plongeurs professionnels utilisent pour entrer dans l'eau, c'est ce qu'ils avaient promis. Bon, jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus jamais senti leurs traces. Contacté officiellement pour réagir aux préoccupations des populations, EDC n'a malheureusement pas souhaité donner de suite. Ce silence contraste avec l'ampleur des impacts vécus au quotidien par les habitants qui se retrouvent ainsi privés d'un dialogue franc avec le maître d'ouvrage. Dans cette détresse, des voix s'élèvent. Sila d'abord, puis Dipadel, portent aujourd'hui ce combat. Elles essayent de faire remonter ce cri vers les décideurs, vers ceux qui, à des milliers de kilomètres, ont financé ce projet au nom du développement durable. Parmi eux, la Banque européenne d'investissement. Tous sont aujourd'hui interpellés, non par la colère, mais par la réalité. Tout a été fait en amont. Mais pourquoi on nous a oubliés ici? On ne devrait pas nous oublier. Ce n'est même pas l'oubli, ça c'est fait exprès. Parce que dans la documentation que nous avons eue, il a été dit que l'étude environnementale avait été faite dans la Haute-Sanaga, en aval. Rien n'a été fait. Rien. On a même demandé à EDC de nous donner ces documents pour que nous essayions aussi de voir si vraiment c'est réel. Mais finalement, les documents ont été refusés. Ils ont refusé. Nous avons eu des difficultés même. On a même sommé EDC de nous donner ces documents. On a refusé de nous donner les documents. Alors, il y a toute une équipe qui est encore redescendue, Dipadel qui est descendu pour appuyer encore, pour refaire ces études, pour écouter même les populations, écouter les souffrances de la Haute-Sanaga. Nous avons commencé, nous avons ciblé seulement 8 villages, échantillons. Nous sommes allés à Mokon 3, nous sommes allés à Ekon, à Goné, à Nangmana,
nous sommes allés à Banken, nous sommes allés en Koteng et en Bandiok. C'est le même cri, c'est le même relâchement, le désespoir. Les populations ont assez de vivre ce que la Sanaga, le cours d'eau, est venu complètement changer le train de vie, complètement changer le mode de vie. Que ce soit les sableurs, que ce soit les pêcheurs, que ce soit même ceux qui traversent, que ce soit même la qualité de l'eau. Nous avons trouvé qu'il était utile et important de collaborer avec SILAT pour essayer davantage de porter plus haut ce plaidoyer au niveau international et amener justement les institutions financières internationales, notamment la Banque européenne d'investissement et d'autres bailleurs dont les noms m'échappent qui ont contribué par un appui financier pour la construction de barrage de Lompanga, que justement leurs exigences sociales et environnementales dans le cadre de leurs subventions ne sont pas respectées, j'allais dire, par ces entreprises ou alors par ces acteurs qui bénéficient de ces subventions. Et c'est le cas de Lompanga avec l'entreprise EDC. Le promoteur de ce barrage EDC était censé, dans son cahier de charges, faire une étude d'impact sur les villages en aval de ce barrage. Mais jusqu'ici, malgré des appels de pied de SILAT et d'autres partenaires qui se sont joints à SILAT, EDC n'a daigné se conformer aux exigences environnementales, sociales des partenaires financiers qui ont mis de l'argent pour la réalisation de ce projet. Donc notre travail au bout du compte, c'est de porter ce plaidoyer au plus haut possible pour que les choses changent, pour que cette étude soit vraiment réalisée afin de mettre sur la table des mesures compensatoires pour relever le niveau de vie de ces populations qui sont vraiment dans la misère. Lompangar n'est pas qu'un barrage. C'est une fracture dans une histoire collective. Une ligne entre un passé stable, enraciné, et un présent instable, incertain. Une frontière entre la dignité et la résignation. Aujourd'hui, des communautés entières cherchent à réconcilier leur vie avec un fleuve qui ne les reconnaît plus. Et ce que ces voix demandent, c'est simple, qu'on les écoute.